Je dois vous présenter des scientifiques qui sont là pour aborder une autre question dont on a tous ici entendu parler. On a tous entendu parler des océans. On sait tous qu'avec le réchauffement climatique, il y a de l'acidification, il y a des coraux qui meurent. On sait tous que la biodiversité s'effondre. On sait tous que la pollution n'arrête pas d'augmenter à cause des merdes qu'on émet, qu'on rejette et des matières plastiques. Et bien là, on a l'honneur d'avoir deux océanographes de renom. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Juliette Mignot et Xavier Capet, qui sont tous les deux océanographes à l'Institut Laplace et qui vont nous montrer l'importance du réchauffement climatique sur les océans et surtout toutes les conséquences que ça peut avoir pour ces puits, ces océans qui recouvrent je ne sais pas combien de la surface de notre planète et qui sont un réservoir de biodiversité et de richesse qu'on est en train de perdre à cause de notre réchauffement climatique. Donc gros big up à eux, Juliette Mignot et Xavier Capet. Bonjour. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous convaincre que le changement climatique a commencé sur Terre et dans l'air. Valérie nous a donné quelques chiffres tout à l'heure, j'en reprends juste quelques-uns. La température globale moyenne à la surface de la Terre qui a augmenté de 0,87 degrés depuis le début du siècle. 0,2 degrés de ces 0,87 au cours de la dernière décennie. Et les années 2014, 2015, 2016 qui ont été tour à tour les plus chaudes depuis l'ère pré-industrielle. Cependant, la machine climatique, c'est un système subtil qui ne se limite pas à l'atmosphère et aux surfaces terrestres. Notamment, l'océan et la banquise jouent un rôle important dans ce système. Et en ce qui concerne l'océan, ce qui nous intéresse ici, c'est aussi un lieu de vie pour de nombreux organismes et d'écosystèmes. Et il produit des services et des denrées à des millions d'habitants. Nous sommes océanographes. Notre travail consiste donc à comprendre et étudier le rôle physique et dynamique de l'océan pour le climat, et aussi de comprendre et décrire la réponse de ce système en lui-même au changement climatique. Ces derniers sont moins visibles que ceux qu'on décrit sur la Terre. D'une part, nous n'habitons pas dans l'océan, et donc nous subissons et observons donc beaucoup moins d'éventuels changements au quotidien dans l'océan. D'autre part, de par sa très grande inertie thermique, l'océan physique répond finalement plus lentement au changement. Mais attention, c'est aussi à cause de ça que la machine arrière sera d'autant plus difficile à passer. Et malgré tout, dans l'océan aussi, les choses ont commencé à changer. La température augmente, on peut le mesurer avec certitude au moins jusqu'à 700 mètres de profondeur. Au-delà, c'est plus difficile. L'océan, c'est encore un système qu'il est très difficile d'aller mesurer directement. Ce réchauffement, en un sens, c'est une bonne nouvelle. Il nous permet une certaine inertie du changement climatique. En absorbant de la chaleur, l'océan joue le rôle de réservoir thermique et l'augmentation de la température de l'air en est que plus modérée. Cependant, pour l'océan en tant que lieu de vie, on peut avoir exactement les mêmes inquiétudes que sur la Terre. Et une cause importante de perturbation des écosystèmes marins est due à l'acidification des océans. C'est parce qu'une part significative du dioxyde de carbone que nous émettons se trouve absorbée par l'océan, environ 30%. Du point de vue de la vie sur Terre, c'est une bonne chose, parce que c'est 30% d'effet de serre en moins. Mais ce CO2 d'origine fossile réagit dans l'eau de mer et il la rend plus acide. C'est le phénomène d'acidification des océans, et ce phénomène affecte la formation des squelettes calcaires de nombreux organismes marins. L'acidité dans les océans est désormais à des niveaux inconnus depuis des centaines de milliers d'années, peut-être 2 millions d'années. Les impacts sur les écosystèmes sont encore limités, mais certains effets déjà observés sont inquiétants. Dans le Pacifique, le long des côtes nord-américaines, les ostréiculteurs doivent désormais contrôler et modifier le milieu dans lequel leurs huîtres passent leur premier stade de développement larvaire. L'océan, le long de ses côtes, est devenu impropre à la croissance de ces huîtres, à la croissance juvénile. Et puis dans plusieurs bassins océaniques, notamment l'océan austral, les coquilles des ptéropodes, qui sont de petits animaux, du zooplancton, montrent également des signes de fragilité. Et comme ces ptéropodes sont un maillon important de la chaîne alimentaire,
c'est en fait tout l'écosystème qui est en train d'être perturbé. Une autre cause de perturbation, c'est la désoxygénation des océans. L'oxygène existe sous forme dissoute dans l'eau. Et il a été montré récemment à partir d'observations que l'océan mondial perd son oxygène. Il en a perdu environ 2% depuis les années 60. Et c'est complètement cohérent avec les lois les plus élémentaires de la physique. La solubilité de l'oxygène dans l'eau diminue lorsque la température augmente. 2%, ça peut sembler peu, mais il faut bien avoir en tête la toute petite quantité d'oxygène qui est présente dans l'eau et la grande difficulté de l'extraire pour les organismes marins qui respirent. Observez les branchies des poissons la prochaine fois que vous en aurez l'occasion. L'oxygène exerce une contrainte très forte sur le métabolisme et la physiologie de nombreux organismes vivants. Et le phénomène de déoxygénation fait peser un risque important sur les écosystèmes, en particulier les écosystèmes profonds. En ce qui concerne les récifs coralliens et leurs écosystèmes dont Valérie a déjà parlé, la situation est déjà critique. Nous avons fait disparaître environ 50% des récifs tropicaux depuis 30 ans, et cela à cause de l'ensemble des stress que nous produisons. Réchauffement, pollution, aménagement côtier, acidification, etc. La part de ce déclin qui peut être directement attribuée au dérèglement climatique est difficile à estimer, mais les années 2016 et 2017 particulièrement chaudes ont conduit à des dommages sur de nombreux récifs coralliens qui sont sans précédent. Certains de nos collègues qui travaillent sur la grande barrière de corail nous avertissent qu'elle est en stade terminal. Que se passe-t-il à plus 1,5 degrés ? D'une part, l'océan va continuer à absorber de la chaleur et les effets que nous venons de décrire vont s'amplifier. La dégradation de la biodiversité et des conditions de vie propices aux espèces que nous connaissons, que Xavier vient de vous présenter, va continuer à empirer. Juste un chiffre, le rapport parle de disparition de 70 à 90% des récifs coralliens. Par ailleurs, les changements de courant, eux-mêmes, sont modestes jusqu'à présent, mais ils risquent de commencer à se faire sentir. Et alors, les effets physiques et biogéochimiques peuvent commencer à se combiner et à s'amplifier. Un exemple sur la côte est australienne, qui a vu apparaître ces dernières années les oursins, suite à l'intensification d'un courant le long de la côte est australienne. Les oursins sont des herbivores, ils ont mangé les algues qu'on appelle le varech, et il en résulte une disparition d'un grand nombre d'espèces pêchées et consommées localement. Les upwellings sont des zones de remontée d'eau froide le long des côtes ouest des continents tropicaux et sont un autre exemple de lieux où la dynamique de l'océan est fortement couplée à la biogéochimie sous-marine. Et ça permet un écosystème qui nourrit des centaines de millions de personnes. Par ailleurs, la dynamique à grande échelle de l'océan risque elle-même d'être affectée. Les courants marins jouent un rôle très important pour notre système climatique, y compris pour le climat sur la Terre, parce qu'ils agissent comme un régulateur de chaleur entre les pôles et l'équateur. Et les simulations climatiques suggèrent que cette circulation subira un ralentissement à 1,5, un ralentissement encore plus net, voire irréversible, à plus de degrés. Un dernier effet que Valérie a mentionné tout à l'heure et dont nous on n'a pas encore parlé, c'est l'élévation du niveau de la mer. Pour l'instant, on observe 30 cm. 30 cm, ça semble peu, mais localement, les effets se font déjà sentir, évidemment plutôt sur les zones côtières. Le problème également, c'est que les conséquences sont multiples. Donc érosion côtière, voire disparition de certaines zones habitables, salinification des réserves d'eau potable, augmentation du risque d'inondation. À 1,5 degré, on passe de 30 cm à 50 cm en 2100, et à 2 degrés, on prend encore 10 cm de plus. L'augmentation du niveau de la mer, souvent on a du mal à vous donner des chiffres clairs, parce que c'est une grandeur qui est très difficile à évaluer, qui est multifactorielle. Et nous, en tant qu'océanographes, notre inquiétude sur le niveau de la mer, elle vient du fait que cette variable-là, elle est liée à des réservoirs dont les échelles de temps sont très longues. C'est en fait lié aux réservoirs d'eau qui sont situés sur les glaciers géants. On parle de calottes glaciaires au Groenland et sur le continent antarctique. Et à cause de ces très longues échelles de temps, comme l'indique le rapport, il est très probable, selon le vocabulaire du rapport,
que le niveau de la mer continue à croître, même après une stabilisation à 1,5 ou à 2 degrés. Je voudrais terminer en évoquant le désarroi grandissant qui touche aussi la communauté de recherche environnement et climat. Il est de plus en plus difficile pour nous de formuler des messages optimistes, comme vous l'avez sûrement remarqué. À quoi est dû ce désarroi ? Nous allons devoir mener des transformations profondes de nos sociétés. Mais il ne me semble pas que ce soit l'ampleur de la tâche qui nous fasse peur. Nous sommes nombreux à vouloir passer à l'action, et ça se voit bien aujourd'hui. La source profonde d'inquiétude, c'est la question posée en creux par le rapport 1.5 du GIEC à nos gouvernements qui ont commandé ce rapport. Quel niveau de priorité vont-ils accepter de mettre sur la préservation de notre climat et de notre milieu naturel ? Sont-ils capables de prendre la mesure du problème auquel nos sociétés sont confrontées ? Nous avons besoin de savoir. J'ai un enfant à élever et j'ai besoin de savoir pour quel monde je le prépare. Est-ce un monde où les gouvernements nationaux et les institutions européennes nous accompagnent avec sens des responsabilités sur un scénario 1.5, 2 degrés de réchauffement ? Ou est-ce qu'il s'agit maintenant de nous débrouiller pour éviter un climat à 3, 4 degrés ou pire, sans concours sérieux de leur part ? L'agenda des prochains mois est chargé. Il nous donnera sans aucun doute l'occasion de clarifier les choses avec eux. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a rarement l'occasion d'entendre un speech aussi clair sur les enjeux marins et océaniques, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais on ne se rend pas compte de ce que nos émissions carbone font à nos mers.